tous ensemble, hein, on doit donner du sens. Donc je vous propose d'accueillir notre ministre tous ensemble. Ah bah, très bien. Et que vous puissiez intervenir sur, bien sûr, nos thématiques communes, les vôtres, et la parole est libre. Donc, je vais accueillir Agnès, et puis vous restez là pour continuer la discussion. J'ai eu l'accord de la patronne de l'HAD qui me dit je reste, mais pas trop longtemps, parce que je n'aime pas conduire de nuit. Donc, il fait encore jour tôt. Bonjour. Donc, merci. Bonjour, Madame Firmin-Lebaudot, notre ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé connectée. Bienvenue à vous. Ah, on ne vous entend pas. Bonjour, Madame la Ministre. Allez, bonjour, je réessaye. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonjour Madame la Ministre. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous accueillir. On a espéré, hier soir tout était calé, ce matin aussi. Et puis finalement, voilà, ça a été... pour différentes raisons, on va dire que c'est la gare Montparnasse qui était en alerte attentat et vous n'avez pas pu prendre le train. Et vous n'avez pas pu venir. Je sais que vous le regrettez, mais on va pouvoir tout de même échanger. Et j'ai associé, parce que c'est la thématique de la journée, nos amis de la FNEAD, de la FEAP et du Unicancer, à échanger avec vous sur vos thématiques, sur les territoires, les acteurs, le service public de santé. Voilà, on va faire ça à 4 voix. Donc peut-être, si vous voulez bien, Madame la Ministre, commencer... je ne sais pas, par un petit mot sur vos sujets d'actualité qui sont nombreux, et vous remercier bien sûr de votre présence parmi nous en ce début de soirée. Bonjour. Tout d'abord, vous dire bonjour à tous. Excusez ma voix peut-être qui va dérailler quelquefois. Vous dire que je suis, comme vous l'avez dit, chère Lamine, contrariée de ne pas être à vos côtés à Bordeaux, mais... heureusement, le Covid nous a appris à nous servir intelligemment de la technologie et nous pouvons malgré tout échanger sur un sujet qui m'importe. Et vous savez, et c'est le thème de votre journée aujourd'hui, c'est le mot « ensemble ». Et vous redire que la création du ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge depuis maintenant 14 mois, ministre de l'organisation territoriale et des professions de santé, symbolise à lui-même et à lui seul la thématique de vos travaux aujourd'hui. Merci. Alors, qui souhaite intervenir en premier? Madame la Ministre, souhaitez-vous un petit mot? Bonjour Agnès. Non, je rebondis sur la fin de mon propos, et comme vous êtes effectivement en charge des professions de santé, c'est je pense le champ considérable qu'il y a en termes d'innovation organisationnelle, qu'un certain nombre de débats qui ont été lancés, auxquels vous avez largement participé, voire que vous avez animé, ont montré que ces innovations, cette organisation un peu différente, elle pouvait se faire à l'échelle territoriale. Et je pense que les clivages qu'il y a au niveau de l'hospitalisation, avec l'émergence et le développement des CPTS, avec le nombre qui se multiplie de maisons de santé, je pense que des ponts, y compris comme celui que je représente de l'hospitalisation à domicile, sont effectivement largement utiles, et je sais que vous en êtes convaincus. Je suis... Merci Elisabeth. J'ai écouté la table ronde et je vous ai écouté depuis le début de l'après-midi, donc j'ai à peu près tout entendu, y compris le ministre Aurélien Rousseau, qui lui est à New York. J'ai de plus en plus une conviction profonde que j'avais déjà dès le début de juillet 2022, c'est que heureusement les territoires ne nous ont pas attendus pour s'organiser territoire par territoire. Et la crise sanitaire a été à cet égard un véritable accélérateur. Maintenant, il nous faut changer de paradigme. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'était l'objet des CNR que le président de la République a lancé. C'est de faire à partir des territoires, avec les territoires, bien sûr pour les territoires, et ça c'est le sens, c'est la responsabilité de l'État, mais aussi, et le ministère s'appelle « et les professions de santé », c'est avec les professions de santé. La conviction, c'est que c'est bien tous ensemble, chacun dans nos responsabilités, que nous allons réussir à répondre aux besoins de santé croissants et avec les problèmes démographiques qui sont les nôtres. On parle du public et du privé, on parle de l'État, des collectivités avec les professionnels de santé, on parle de l'État et des collectivités avec les acteurs du soin. Je crois que c'est bien toutes ces coopérations, toutes ces coordinations qui nous permettront de trouver des réponses. Mais je le redis, territoire par territoire, et ça j'en suis intimement convaincue,
parce que l'État doit être le garant de l'égalité et de l'équité, mais il doit devenir le facilitateur et l'accompagnateur des projets. Et donc, c'est cette mécanique que nous essayons de changer. Et je crois pouvoir dire que nous sommes sur la bonne voie. Et pour répondre à l'interpellation d'Elisabeth, qui n'était pas tout à fait une question sur les professionnels de santé, là aussi, je crois que nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins sur une espèce de mutation générationnelle. Et puis, la crise sanitaire nous a montré aussi que nous avons face à nous un choc sociétal sur le rapport au travail. Et donc, notre système de santé, nos organisations doivent aussi s'adapter à cette société qui change, à cette relation au travail qui change et aux professions qui ont profondément évolué. Nous avons lancé le chantier sur le métier infirmier. Le métier infirmier n'est pas le même en 2023 qu'il y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans. Le métier de médecin n'est plus le même maintenant qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Et nous devons réadapter nos formations. C'est peut-être ce que nous n'avons pas su faire, parce que nous ne sommes peut-être pas assez agiles dans ce domaine au fur et à mesure du temps. Moi, j'en partage l'intime conviction, mais je vois bien que la priorité des priorités, c'est fidéliser et redonner du sens. Et la perte de sens, elle vient peut-être de notre difficulté, pour pas dire parfois notre incapacité, à nous être et à savoir s'adapter aux évolutions, à la fois technologiques, mais aussi à la fois humaines, parce que le monde de la santé reste un monde, et il faut qu'il le reste, profondément humain, même si nous avons besoin de l'innovation. Jean-Yves. Merci Lamine. Madame la ministre, pour rebondir, alors ça sera plus un commentaire qu'une question, quoique je crois qu'effectivement l'enjeu territorial est fondamental pour un autre chapitre qui nous occupe actuellement, qui est celui de l'innovation. Ce que l'on observe, c'est que, bien sûr, la mise en place de structures, de relais qui permettent d'assurer les soins de proximité est absolument essentielle, et les centres de lutte contre le cancer y jouent leur part. Une des préoccupations que nous avons, c'est l'accès à l'innovation, dont on a dit au cours de cette table ronde qu'elle était en train de progresser à une vitesse telle que il faut que tout le monde puisse en bénéficier dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, qui suivent un essai. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre. C'est probablement un des enjeux majeurs des prochaines années, que de pouvoir, dans ce contexte contraint en termes de ressources humaines, qu'il va bien falloir infléchir, et les tendances sont là, mais nous en sommes encore loin, de pouvoir mettre à disposition des patients dans des endroits à distance des centres de recherche, de cette innovation qui est en train d'arriver à un rythme absolument effréné, et sur laquelle nous avons tous souci d'équité d'accès dans tous les corps de métier. Je crois que c'est d'ailleurs un des enjeux très importants pour réenchanter le système. On utilise décidément beaucoup le terme réenchanter, pour les médecins, de voir qu'on arrive à faire ça, pour les médecins, les soignants, qu'on arrive à faire ça et à diffuser partout dans les territoires cette capacité à disséminer l'innovation. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux, on a les centres de lutte contre le cancer que l'on connaît sur le plan du financement, mais je crois que c'est vraiment ça notre responsabilité sur les années à venir. Et je serais heureux d'avoir votre commentaire sur ce sujet. Je vais répondre à un commentaire sur un commentaire, mais je crois qu'Elisabeth en a parlé tout à l'heure. Les enjeux d'innovation sont dans tous les domaines. Ils sont dans le domaine technique pour accompagner les professionnels. Ils sont dans le domaine du soin direct pour accompagner les patients. Vous avez à la fois dit qu'il y a une nécessité de coordination entre, d'abord, la formation de ces professionnels pour avoir accès à ces innovations, et puis la nécessité aussi de trouver les financements. J'ai, en tant que parlementaire, beaucoup participé, j'allais dire, à l'accessibilité, à la fixation des prix, notamment des produits très innovants, pour pouvoir les rendre accessibles, à la transformation, à l'évolution des licensus. Tous ces sujets-là sont majeurs. Là, nous avons à la fois une responsabilité individuelle, une responsabilité collective, et c'est aussi d'emmener, j'allais dire, l'entreprise et l'industrie dans ce domaine. Tout ça est une question d'accessibilité à la fois financière, d'accessibilité technique, mais là aussi, l'innovation est forcément à mettre au profit à la fois des soignants, mais aussi de nos concitoyens, et c'est ce qui nous anime tous. Merci Jean-Yves, merci Madame la Ministre. Alors, une question sur l'organisation des soins, les territoires, les services publics de santé, à laquelle nous
nous avons une forte appétence d'adhésion et une volonté de participer. Quelle est votre vision et quelle est votre position, et puis surtout sur le malaise de la médecine libérale? Vous le savez, un mouvement de grève est annoncé pour le 13 octobre. Les médecins, les présidents de syndicats et présidents de syndicats médicaux sont dans la salle. Quel est votre avis ou l'aide que vous pouvez apporter en qualité de ministre en charge des territoires et des professions libérales? Tout d'abord, dire que le malaise, le mal-être, nous le comprenons et nous l'entendons. Le ministre Aurélien Rousseau, tout à l'heure, à demi-mot, mais je crois même pas à demi-mot, admis que l'échec de la négociation conventionnelle reposait peut-être sur une incompréhension sur les enjeux autour de la responsabilité. Et peut-être que les mots ont été soit mal compris, soit mal interprétés, mais en tout cas, moi je le redis et je le vois encore dans mes nombreux déplacements. J'étais il y a encore 15 jours dans les Ardennes où j'ai rencontré des médecins généralistes avec qui j'ai eu un échange vraiment très très franc et très sincère. À la fois, je le redis, nous savons, et je le redis très sincèrement, le médecin généraliste doit rester la pierre angulaire de notre système de santé. Je crois, si je ne le dis pas au moins une fois par jour, peut-être je ne le dis pas de façon assez convaincante, mais j'en ai l'intime conviction que le médecin généraliste doit rester la pierre angulaire de notre de santé. Le médecin généraliste n'est pas le responsable, j'allais dire, de ce qui nous arrive sur les enjeux autour de la démographie médicale et sur la réponse aux besoins de santé, mais nous devons, face à la difficulté dans laquelle nous sommes, trouver chacun à notre place. Nous avons individuellement, je le redis à dessein, sans que ce mot soit mal compris, je l'espère, mais une responsabilité. Je sais que chacun prend sa part, mais ça n'est pas simple. Et pour revenir à la question autour de l'enveloppe et des budgets, nous avons à la fois la nécessité, face à une équation compliquée, et Aurélien Rousseau l'a redit tout à l'heure, et mes déplacements à l'étranger ces derniers mois ont montré à quel point notre système de santé, il fallait le protéger. Nous avons un système de santé protecteur qui nous permet de répondre aux besoins de santé de notre concitoyen, et nous devons en être fiers. Ce système de santé protecteur, c'est la sécurité sociale, avec un projet de loi de finances de sécurité sociale qui est environ aux alentours de 600 milliards et une branche santé qui est aux alentours de 250 milliards. Nous avons une responsabilité de trouver l'équation qui permette de répondre à la fois à la nécessité de rémunérer les professionnels, qu'ils soient publics, privés ou libéraux, et de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens et de conserver cet équilibre-là. Ça n'est pas simple, mais je crois que cette promesse républicaine, il faut aussi le rappeler et la rappeler régulièrement. Et j'essaye de la rappeler régulièrement parce que nous en sommes les garants. Et chaque professionnel, j'allais dire, dans ses fonctions, en est le garant. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas répondu à votre question, si ce n'est que le malaise des médecins et de la médecine libérale, j'allais dire, nous l'avons pris en compte. Aurélien Rousseau a annoncé qu'il souhaitait et que nous souhaitions reprendre les négociations assez rapidement, avec aussi dans le rétroviseur le retour d'expérience de ce pourquoi peut-être sur le poids des mots, nous n'avons pas su trouver un chemin qui nous permette d'y arriver dès l'hiver dernier. Donc, fort de ça, et fort aussi de ce que nous avons ensemble continué à échanger partout sur les territoires, fort ensemble aussi de la compréhension de ce que nous souhaitons faire avec tous les acteurs, avec la volonté qui est la nôtre, et nous l'avons démontré lors des débats de la PPL Valletoux sur notre volonté de ne pas céder face à la volonté de certains d'aller vers de la régulation, de la coercition ou de l'obligation. Nous avons su montrer que nous ne souhaitons pas de cette médecine libérale-là, parce que nous avons entendu à la fois les professionnels en exercice, mais aussi les étudiants avec lesquels nous échangeons beaucoup, qui nous disent « nous ne souhaitons pas aller vers cela ». Et je crois que cette volonté d'écoute, d'échange, d'écoute, elle est là, et on va y réussir parce qu'on
on partage cette volonté de pouvoir répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. J'en suis intimement convaincue. Elisabeth ? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Madame la ministre, je me permets une question. Depuis ce matin, on entend beaucoup parler donc de la nécessité de travailler sur la santé et de coordonner les soins sur un territoire. La vraie question, c'était la dimension du territoire. Et j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de la région, mais de quelque chose de plus petit. Vous disiez tout à l'heure que l'État devait être facilitateur. Qui, finalement, sur une dimension plus petite que la région, peut être celui qui joue le pivot, qui permet de coordonner tous les acteurs de la santé, de partager les bonnes pratiques. Il va falloir que tout le monde se transforme. Peut-être qu'il y en a qui le feront mieux ou plus rapidement que d'autres. Il faut partager tous ensemble en permanence et dialoguer, qu'on soit entre privé, public ou autre. Qui pourrait jouer ce rôle ? Je suis convaincue qu'aucun territoire ne ressemble à un autre. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui doivent définir l'échelle de leur territoire. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait lorsque les CPTS ont été créés. Les CPTS, elles ont été créées avec les professionnels, par les professionnels, et chacun définit son bassin. D'ailleurs, il y en a 4 tailles possibles pour ces fameuses CPTS. La proposition de loi de Frédéric Valletoux porte les contrats territoriaux de santé dans lesquels, j'allais dire, il est possible de mettre tous les acteurs à l'échelle d'un territoire. Le territoire, il faut le définir, j'allais dire, il faut que ce soit les acteurs eux-mêmes du territoire qui le définissent. La région, et on voit bien, nous avons des très grandes régions en France, des très très grandes, des plus petites. La région n'est pas le bon échelon, en tout cas, c'est pas le bon échelon de réponse de proximité. Le département, parfois, ça n'est pas non plus la bonne réponse, parce que nous avons des départements qui sont très grands, ou très gros en nombre d'habitants et parfois très grands, très petits en géographie, d'autres qui sont très grands en géographie. Je fais allusion à la Lozère, où là, les difficultés, il y a peu d'habitants, mais la géographie même du département crée des difficultés. Donc, il faut bien qu'à l'échelle de chaque territoire, il y ait une capacité d'organisation. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'autonomie et à la liberté d'action des territoires, avec, je le redis, par contre, dans cette organisation, la nécessité de mettre tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, c'est à la fois les acteurs de ville autour des CPTS, ce sont les hôpitaux publics, les hôpitaux privés. N'oublions pas le médico-social, qu'il est important d'associer. Et bien sûr, les collectivités territoriales, qui sont des partenaires du développement de la santé dans leur territoire. Parce que les élus, j'allais dire, sont c'est devenu maintenant quelque chose de célèbre, les premiers vers lesquels nos concitoyens se retournent pour dire qu'ils n'ont pas accès aux soins. Et donc, c'est cette volonté d'inverser, j'allais dire, le paradigme et de travailler à partir des territoires. Ça se formalisera à travers ces CTS, dont j'espère qu'ils verront assez vite le jour après le vote de la proposition de loi de Frédéric Valletoux. Oui, Frédéric ce matin nous a rassuré sur un certain nombre de points de son projet de loi, et c'était en phase un petit peu avec nos orientations. Peut-être parler un petit peu de formation et ses enjeux au niveau de l'apprentissage, formation des infirmières, des aides-soignantes. Quand on voit qu'une mesure intelligente qui avait été prise, c'est-à-dire qu'une aide-soignante qui a un certain nombre d'années d'ancienneté puisse directement rentrer en deuxième année d'études infirmières sans passer par le concours, quand on voit que les syndicats et peut-être même l'ordre des infirmiers se sont opposés à cette mesure, on se dit, et là on vous plaint un peu de se dire que quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens qui sont contre. Et ça me fatigue un peu d'avoir toujours, vous porter des idées qui sont novatrices, qui facilitent. Donc nous sommes pour la libéralisation des quotas, nous sommes pour l'ouverture des écoles, pour la facilitation des passerelles. Et quand je vois qu'il y a tous ces freins et toutes ces difficultés pour faire avancer, alors que tout le monde est, je dirais, conscient du manque d'infirmières et d'aides-soignantes, quand on voit ces difficultés, on se dit que c'est compliqué. Donc, quelles sont les mesures prioritaires que vous pourriez envisager et surtout peut-être faire acte d'autorité pour imposer? Alors, il y a deux réponses possibles, chère Lamine, à votre question. Tout d'abord, lorsque j'étais la semaine dernière devant des IPA qui me demandaient si nous n'étions pas les otages des médecins. C'était facile comme réponse. Je me suis permis de répondre, mais à l'inverse, est-ce que nous ne serions pas les otages des infirmiers si nous n'allions pas dans ce que vous évoquiez sur les passerelles possibles, sur l'évolution de carrière des aides-soignantes vers le métier d'infirmier?
En disant ça, je réponds pas à la question, mais je pense que ce que j'ai proposé aux États des libéraux de la santé la semaine dernière, c'est de dire plusieurs choses. Tout d'abord, moi, je crois beaucoup à la co-construction. Je pense que c'est uniquement comme ça qu'on arrive à avancer. C'est pas en imposant, mais par contre, ce qui n'empêche pas qu'à un moment ou à un autre, il faut que l'État assume ses responsabilités. Lorsque, à travers une PPL, un député essaye de faire des délégations de tâches ou de l'accès direct, on a une montée importante de certains professionnels. Lorsque le gouvernement dit on va avancer, on a une même montée d'autres professionnels. J'ai proposé aux libéraux de nous faire des propositions. Je leur ai dit maintenant, allez-y, on vous attend, faites entre vous et on verra et on vous accompagnera. Donc j'ai un peu renvoyé la balle aux libéraux sur ce sujet, sur l'élargissement de compétences et peut-être la délégation de tâches. Sur la formation, l'enjeu il est un peu différent. J'étais à Bordeaux, j'avais pu y aller cette fois-là, il y a quelques jours pour la rentrée étudiante et notamment les infirmières. J'ai fait deux rentrées, celle, dire du parcours d'infirmière avec, j'allais dire le chemin classique qu'on connaît. Pour rebondir sur un chiffre qui a été donné, je crois, par la FEAP tout à l'heure, c'est pas 630 000 jeunes qui veulent rentrer en études d'infirmière. Hein. 100 000, c'est déjà beaucoup. Il y en a 100 000, pas 630 000 comme je crois ça a été dit. Et 38 000 places ouvertes. Mais je suis aussi allée voir un modèle dont je suis intimement convaincue qu'il a un intérêt majeur aussi, c'est celui de l'apprentissage. Et j'ai échangé avec ces jeunes étudiants en apprentissage et j'ai pu voir à quel point ils étaient bien dans ce modèle-là et ils correspondaient à, je pense, à une évolution nécessaire de la formation et peut-être même pour une certaine catégorie de jeunes qui nous permettra d'accompagner vers des formations qui peut-être vers le process classique de Parcoursup seraient plus compliquées pour eux. Il nous faut développer ces modèles et lorsque je rencontrerai les régions bientôt pour avoir un échange sur ce sujet, on verra comment on peut essayer d'avancer un peu plus vite sur le schéma de l'apprentissage. Moi, je crois beaucoup, et quand on parle d'attractivité des métiers, aux validations d'acquis d'expérience. Maintenant, il faut le construire, et il faut le construire chacun aussi avec responsabilité. Et en disant ça, je crois répondre, Lamine, à la question sur l'État est-il capable d'assumer ? Oui, je crois que l'État assumera le choix qui a été le sien de permettre à des aides-soignantes de devenir infirmières. Je crois que c'est important de le faire. Mais c'est aussi important qu'on puisse écouter ce que les infirmières ont à nous dire sur ce sujet. Est-ce que peut-être le question du nombre d'années a été mal compris ou mal construit ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'il nous faut avancer. C'est à la fois pour l'attractivité des métiers nécessaires. Je le crois vraiment. Merci Madame la Ministre. Alors j'ai une question sur l'égalité des salaires. Égalité des salaires hommes-femmes. C'est un combat qui est mené et il y a une convergence vers une égalité des salaires. Alors c'est pas dans notre branche parce que nous il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Donc ça fait longtemps que nos salaires sont égalitaires. La convention collective ne fait pas de distinction de sexe. Par contre, et vous n'accepteriez pas qu'il y ait une distorsion entre un homme et une femme pour un même travail. Alors, comment pouvez-vous accepter qu'il y ait une distorsion de rémunération entre le public et le privé ? 10% d'écart. Est-ce que ça vous semble logique, normal, naturel qu'un secteur qui est financé par la solidarité nationale, comme nous, moi j'ai aucune honte à dire, et c'est même un honneur d'être financé par la solidarité nationale, qu'il y ait 10% d'écart. Moi je trouve que c'est totalement inacceptable. Il y a, je dirais, des fuites de compétences vers les hôpitaux publics. Alors le public, il dira l'inverse, hein, mais ça c'est de bonne guerre. Mais une chose est sûre, entre la pénibilité de nuit qui a été revalorisée pour le secteur public et associatif et également Unicancer, là aussi une petite entorse à l'unité parce que vous avez pu bénéficier de ces revalorisations et pas nous, petite jalousie forte. Comment pouvez-vous accepter, je dirais, qu'il y ait cet écart de 10% et surtout que nos soignants de nuit qui ont
les mêmes responsabilités, évidemment, que le secteur public, ne soient pas revalorisées et reconnues à leur juste valeur? Cher Lamine, je crois qu'on se connaît depuis assez longtemps et c'est pas mon habitude de botter en touche. Mais puisque je vous avais dit que j'avais écouté tout à l'heure le ministre Aurélien Rousseau sur cette question que vous lui avez posée, je crois qu'il vous a répondu et je m'inscris dans ses pas sur le fait que il avait pris le gouvernement avait pris ses responsabilités, mais que les portes étaient toujours ouvertes et elles le sont effectivement. Réponse prudente, Madame la Ministre, et que je comprends tout à fait. Hein. J'ai pas de difficulté. Non, c'est pas une question de prudence, c'est une question, c'est une réponse à une question. Et c'est votre question et c'est ma réponse. Ah, mais c'est souvent le cas. Moi, j'ai l'habitude de venir avec mes questions et puis mon interlocuteur avec ses réponses. C'est un petit peu souvent le cas. Alors, on va aborder un sujet qui est tout aussi important et douloureux, c'est le débat sur la fin de vie des soins palliatifs. Thématique que vous portez, thématique que vous, je dirais, votre fibre de soignant vous amène à avoir une approche, je dirais, personnalisée sur la prise en charge sur le territoire national. Donc j'aimerais que vous nous en parliez librement, voilà, parce que c'est un sujet qui nous interpelle et qui également nous concerne quasiment tous les jours. Le 13 septembre dernier, le président de la République, suite à l'avis rendu par le CCNE, l'avis 139, a souhaité ouvrir le débat sur l'aide à mourir et en même temps sur la nécessité de revoir notre politique sur les soins palliatifs. Cela fait maintenant pratiquement un an jour pour jour que j'ai ouvert ces chantiers avec Olivier Véran et puis, vous le savez, la Convention citoyenne que le président de la République et la Première ministre ont lancé le 9 décembre avec des travaux qui ont été rendus au président de la République le 3 avril, lequel, ce jour, dans un discours à l'Élysée, a souhaité que le gouvernement lui remette pour la fin septembre un projet de loi à la fois sur le modèle français d'accompagnement de la fin de vie. C'est les travaux que j'ai continué à mener dès le 3 avril. Et donc, je remettrai au président de la République avant la fin septembre ce projet de loi sur le modèle d'accompagnement de la fin de vie avec 3 volets. Un volet important sur les soins palliatifs, puisque nous allons développer une stratégie décennale qui nécessite du législatif. Sur le droit des patients et la protection des personnes, nous avons souhaité, dans ce modèle français d'accompagnement de la fin de vie, continuer à avancer sur les aidants, ouvrir la réflexion autour de l'accompagnement du deuil, ouvrir la réflexion sur les directives anticipées, sur la personne de confiance, et puis une partie sur l'aide à mourir. Je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est un sujet très difficile, c'est un sujet plein d'humanité qu'il faut traiter, à mon sens, comme cela. C'est un sujet qui touche à l'intime et que j'ai pas beaucoup de certitude sur le fait que aucun d'entre nous ne saura et n'est capable de dire, à l'heure où on parle, comment il souhaite mourir. Ça, je suis intimement convaincue que c'est difficile de demander à mourir et qu'il faut beaucoup de courage. Par contre, mes déplacements à l'étranger m'ont apporté une conviction, c'est que il n'y a pas de modèle et il n'y avait pas de modèle duplicable in extenso dans notre pays. Et par contre, nous avons regardé ce qui nous semblait bien dans certains pays pour construire notre modèle. Et nous sommes partis de l'idée que c'est vraiment l'accompagnement de la personne jusqu'à la fin qu'il nous fallait construire. Et c'est l'objet de nos réflexions. Et c'est ce que porte ce projet de loi. C'est ce modèle français d'accompagnement de la fin de vie avec un développement massif des soins palliatifs, parce que c'est une absolue nécessité, avec une évolution sur, je vous le disais, sur notre rapport à la mort, en fait, que ça questionne, et puis avec l'ouverture et l'accès à l'aide à mourir. Peut-être aussi en profiter pour simplifier les demandes de reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs. À titre d'exemple, pour obtenir une reconnaissance sur une activité qui est réalisée dans un établissement, c'est plus d'1 an
plus d'1 an de dossier, plus d'1 an d'aller-retour avec l'ARS. Voilà, c'est lassant, c'est usant. La reconnaissance devrait être, je dirais, de facto lorsqu'il y a une activité qui est produite. Je ne parle pas d'une volonté de rentrer dans ces soins palliatifs, parce qu'on ne s'improvise pas sur cette thématique-là du jour au lendemain, mais lorsqu'on le fait avec conscience depuis des années, avoir une reconnaissance, c'est un chemin de croix, ça prend des mois, voire des années. Un petit mot également sur un sujet qui est douloureux, ce sont les violences aux soignants. Les violences aux soignants par nos usagers, nos patients. Et on aimerait avoir une tolérance zéro. Je ne vais pas revenir sur le drame du mois de mai avec cette infirmière qui a été assassinée à Reims, parce que c'est un acte isolé et dramatique. Mais revenir sur les violences quotidiennes de nos soignants, sur le mépris, sur les mauvaises paroles, sur l'agressivité verbale, quelquefois physique, et rendre hommage au courage de nos soignants, et pas que nos soignants, parce que les secrétaires qui sont aux portes des urgences, je dirais, sont les réceptacles de toutes les peurs de nos concitoyens, mais je pense qu'il faudrait aller au-delà et que l'on puisse nous-mêmes être récipiendaires d'un dépôt de plainte, parce qu'aller à la gendarmerie, aller à la police nationale, c'est compliqué. Et souvent, je l'ai vécu à titre personnel, lorsque le soignant va à la gendarmerie pour se plaindre d'une agression, la plainte n'est pas reçue, elle n'est pas instruite. Alors, est-ce que c'est pour des délits statistiques qu'il y a un refus, un blocage dans la gendarmerie de recevoir une plainte parce qu'il n'y a pas eu mort, parce qu'il n'y a pas eu d'agression physique, visuelle ou d'intégrité? Mais je trouve que c'est totalement insupportable de banaliser ces violences, et j'aimerais vraiment que votre ministère puisse nous aider et faciliter ces dépôts de plainte, et qu'il y ait, je dirais, une liste noire des patients qui ne respectent pas le respect élémentaire du soignant et de la qualité des soins que nous prodiguons tous les jours dans nos établissements. Alors, vous le savez, en tant que professionnel de santé, j'ai été moi-même, j'allais dire, je crois avoir porté plainte lorsque je portais la vaccination obligatoire 8 fois. Donc, j'ai, à titre personnel, retrouvé des pots de chrysanthème devant ma pharmacie. Donc, je vois assez bien ce que veut dire ce sujet. Je me suis saisie de ce sujet dès mon entrée au ministère. J'ai confié une mission à Jean-Christophe Nion et Jean-Christophe Massereau et Nathalie Nion. À force qu'ils travaillent ensemble, j'ai fini par les marier. C'est terrible. J'étais ce matin devant les chirurgiens dentistes qui faisaient une table ronde sur ce sujet. Je présenterai le rapport, les propositions suite au rapport que m'ont remis Jean-Christophe et Nathalie dans les jours à venir. Nous avons fait un gros travail à la fois sur la tolérance zéro. Moi, je suis intimement convaincue que nous avons le devoir de revenir à la tolérance zéro. Nous avons trop individuellement accepté. Nous avons accepté de nous faire insulter, et on passe de l'insulte aux menaces et des menaces à l'acte, et bien pire que ça. J'essaye d'appeler à chaque fois que j'en ai l'occasion des professionnels agressés pour avoir un échange avec eux. J'ai échangé avec le docteur Olivier qui s'est fait agresser cet été à Nice lorsqu'il est allé contrôler un arrêt de travail. Et tous ces échanges nous ont permis de construire, je le dis, une feuille de route qui à la fois va sur la nécessité de sensibiliser et resensibiliser nos concitoyens à la tolérance zéro, et ne plus accepter que les secrétaires dans les cabinets se fassent insulter parce qu'elles n'ont pas un rendez-vous dans la minute. Nous allons aussi proposer des formations sur la gestion et comment on peut, en tant que professionnel de santé, sentir et gérer la montée de l'agressivité. Bien sûr, l'accompagnement au dépôt de plainte. Et Stanislas Guérini a déjà fait des propositions, j'allais dire, pour la fonction publique. Nous irons aussi faciliter les dépôts de plainte pour le secteur privé. Et je n'ai pas oublié le monde du libéral. Je crois que sur ces sujets aussi de violence, il faut accompagner les libéraux, les infirmières, les médecins. On aura tout un volet sur la sécurité, j'allais dire, des bâtiments, parce que là aussi, c'est pas culturel, et heureusement, ça ne l'était pas, mais ça doit le devenir. Comment, lorsqu'on construit des bâtiments, on ne se met pas en difficulté. Et puis l'accompagnement, bien sûr, j'allais dire, de la victime. Donc, dans les jours à venir, nous présenterons
avec Aurélien Rousseau, des mesures fortes et des mesures qui ont été construites aussi. Et Lamine, vous avez bien fait de faire allusion au dépôt de plainte. Il y a d'abord la déclaration aux ordres, mais il y a aussi le dépôt de plainte qui est nécessaire. Mais le dépôt de plainte n'a de sens que si derrière, il est suivi des faits. Et donc, nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur et aussi avec le ministère de la Justice pour pouvoir apporter des réponses fortes parce qu'il est inacceptable. Et ça fait partie aussi des enjeux autour de l'attractivité et redonner du sens que les professionnels de santé se fassent agresser, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville. Merci pour cette position. Vous nous avez fait l'honneur d'écouter nos tables rondes de l'après-midi, donc je vais vous parler de transition écologique et vous avez donc écouté Ségolène Benamou qui a fait part de tout l'investissement du secteur privé sur cette thématique. Et moi, je vais revenir sur la notion de moyens d'accompagnement sur cette thématique. Donc, que pourriez-vous nous dire pour nous aider et nous encourager à aller plus loin et plus vite sur la transition écologique? Alors, le président de la République a confié à la première ministre l'enjeu de la planification écologique. Ça veut dire quoi, la planification écologique? Ça veut dire que tous les secteurs ont dû remettre à la première ministre une feuille de route. Et la santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la santé a un devoir aussi de faire sa révolution sur la transition écologique. J'ai réuni le 22 mai dernier le premier comité de pilotage. Début octobre, je réunirai le deuxième comité de pilotage où tous les acteurs, et d'ailleurs je remercie la présence de tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, mais aussi qu'ils soient professionnels, parce que c'est bien à la fois une responsabilité individuelle de chaque professionnel de santé dans son exercice, mais c'est aussi un enjeu collectif de pouvoir répondre aux enjeux de transition écologique. 8% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 50 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est important. Nous avons plusieurs pistes à travailler ensemble sur la réduction de l'usage des gaz médicaux, notamment qui sont à fort effet de serre. Tout un enjeu, et il y aura une première mesure dans le PLFSS 2024 sur le retraitement des dispositifs médicaux. C'est un dispositif important. 55% des enjeux autour de la transition écologique concernent les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc nous avons une grosse marge de progression. Tout ce qui concerne la gestion des déchets d'activité, des soins à risque infectieux et assimilés, nous avons un gros chantier à lancer. Je sais que les établissements privés peuvent répondre à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la NAP, et je vous invite à le faire. Je crois que déjà plus de 50 établissements privés l'ont fait. Là, comme dans la réponse aux besoins de santé, c'est bien ensemble, public, privé, tout secteur, ville, hôpital, que nous avons et que nous devons répondre aux enjeux de transition écologique qui concernent à la fois la rénovation énergétique de nos anciens et de nos établissements, les enjeux autour de la consommation de l'eau. C'est 1200 litres d'eau par jour pour un patient hospitalisé. Donc nous avons des enjeux autour de la consommation de l'eau et peut-être même de la réutilisation de certaines eaux dans les hôpitaux. On fera, je crois pouvoir le dire, des propositions assez vite dans ce domaine. C'est aussi pour mon ministère un changement de paradigme, notamment sur la réutilisation de l'eau. Il y a 2 ans, personne ne pensait que nous allions avoir des problèmes d'eau. En France, à l'heure où je vous parle, il y a encore 70 départements qui ont des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc on doit à la fois être le garant de la sécurité sanitaire, mais là aussi, comme l'État doit être l'accompagnateur dans les territoires pour les projets, le ministère de la Santé doit peut-être faire aussi une révolution copernicienne entre le rapport bénéfice-risque et un parapluie très grand ouvert et regarder ce qui peut être réutilisé dans certains domaines. C'est l'enjeu des travaux que nous avons lancés sur la transition écologique. Je le redis, c'est un enjeu majeur pour notre pays et pour la santé qui représente 8%, c'est beaucoup, des émissions de gaz à effet de serre. Professeur, un petit mot.
Oui, pour dire en forme de clin d'œil que la transition énergétique peut s'associer également à de bonnes pratiques et une efficacité vis-à-vis du patient. On évoquait aujourd'hui même le fait que l'hypofractionnement en radiothérapie, pour la radiothérapie par exemple des cancers du sein, un problème très fréquent, l'hypofractionnement est équivalent dans plusieurs essais randomisés, mais est également très favorable sur le plan énergétique, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et du bilan énergétique, qui est une réduction de quasiment 25% à 25% de ce qui se passe lorsqu'on fait un fractionnement. Donc on peut être à la fois respectueux de l'environnement, en accord avec les recommandations de pratique et satisfaire le patient, puisqu'évidemment il y a moins de séances. Merci beaucoup. Et je rajouterai un petit point, parce qu'on parle d'attractivité des métiers. Je suis aussi intimement convaincue de travailler sur ces sujets, c'est pour la jeune génération qui nous bouge un peu plus sur ce sujet, un enjeu d'attractivité. Donc, et en plus, c'est nécessaire. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir participé à ces échanges.